France-Afrique du Sud 2023, partie 2. Après plus de 770 commentaires, j'ai décidé de revenir sur 3 situations qui vous ont posé problème. La première, ce sera la charge ou le contre de Colby sur Thomas Ramos. La deuxième, Eban Etzebest, y a-t-il en avant, oui ou non? Et la troisième, un clip que j'avais choisi de ne pas évoqué dans la première partie, c'est la charge de Dutoit sur Danty. En effet, sans les angles nécessaires, la charge de Dutoit n'était que spéculation et je ne pouvais pas analyser correctement cette situation. Grâce à tous les angles de ce match que j'ai reçus par un abonné, je vais enfin pouvoir réellement analyser ces 3 situations. C'est parti pour les images. Charge de Cheslin Kolbe sur Thomas Ramos. On commence bien évidemment par la règle. Je vous lis le texte 8.14. Tous les joueurs de l'équipe adverse doivent se replier en arrière de leur ligne d'essai. Attention, non pas sur la ligne d'essai, en arrière de la ligne d'essai. Nous verrons tout à l'heure si Cheslin Kolbe était sur ou en arrière de la ligne d'essai. Ne pas franchir cette ligne avant que le botteur ne se déplace dans quelque direction que ce soit pour commencer son élan pour botter. Quelque direction que ce soit est une donnée importante, une notion importante. Je vous montre ce cas lors de Angleterre-Pays de Galles. Then it was Maro Itoje who scored a try which brought England back into it. They eventually won the match somehow. Well, George Ford moved. Remember Cheslin Kolbe. Le botteur anglais se déplace sur la gauche. L'arbitre considère que c'est son premier pas d'élan. Les Gallois donc montent et empêchent le botteur anglais de taper dans le ballon. Ça, c'est un vrai déplacement de joueur. Est-ce que Thomas Ramos s'est déplacé pour botter, oui ou non? Là aussi, nous le verrons dans le clip tout à l'heure et les nouveaux angles qui nous sont proposés. Si jamais Ben O'Keefe avait annulé cette transformation parce qu'il aurait considéré que Cheslin Kolbe était dans une position illégale, cette transformation aurait été bottée à nouveau, sans certitude que Thomas Ramos la passe. On va aux images. Premier plan que je souhaitais partager avec vous, c'est l'attitude de Thomas Ramos sur ce coup de pied. Si nous regardons, il bouge très légèrement, mais sans pas d'élan, comme l'exemple qui vient de vous être montré. Là, c'est son premier pas d'élan. Maintenant, nous allons voir ça sur un plan plus large. Deuxième plan que je voulais vous montrer, c'est le plan de la caméra pêcheur. Une caméra qui est positionnée en l'air. Cette caméra montre la position de Cheslin Kolbe. Si on observe bien, Cheslin Kolbe a déjà le pied sur la ligne. Si vous vous rappelez le règlement que je viens de vous donner, tous les joueurs doivent se trouver en arrière de la ligne d'essai. C'est une première erreur de la part de Cheslin Kolbe qui aurait dû inciter Ben O'Keefe à refaire tenter la transformation. Ensuite, on observe Cheslin Kolbe et le moment où il part. Le temps est assez long. Il observe Thomas Ramos. Voilà. Vous avez Cheslin Kolbe qui démarre au très léger mouvement sur la gauche de Thomas Ramos et non pas, on ne peut pas considérer qu'il ait fait son premier pas d'élan dans cette situation. Je vous montre un troisième plan. Voilà le troisième plan qui me semble le plus intéressant à voir. On a Thomas Ramos prêt à buter. On sait pertinemment que Cheslin Kolbe a le pied sur la ligne, donc il a quelques centimètres d'avance pour pouvoir contrer Thomas Ramos. Ces quelques centimètres vont lui suffire, et on le sait, pour finalement contrer le coup de pied de Thomas Ramos. Nous regardons l'image. C'est plutôt très clair. Donc, au vu de toutes ces images, on ne peut pas considérer que la charge de Cheslin Kolbe est légale. Clairement, Ben O'Keefe aurait dû faire retenter cette transformation. Dans cette nouvelle tentative de transformation, cette fois-ci, les joueurs sud-africains n'avaient plus l'autorisation de charger le coup de pied de Thomas Ramos. Ce qui ne veut pas dire que Thomas Ramos aurait mis ce coup de pied. Mais ça, on le laisse à l'histoire. En avant, Eban Etzebest, oui ou non? Je vous remets ce plan
que bien évidemment tout le monde a vu et qui vous a fait probablement bondir de votre fauteuil quand vous avez regardé ce match. Je vous remets l'image, encore une fois. Sur ce plan, très sincèrement, rien ne prouve qu'il y a en avant. On voit la main d'Eban Sebest et je redis ce que j'ai dit sur la première partie de ce débrief. Je redis que la main va vers l'arrière et que ce plan-là ne prouve pas que le ballon vers l'avant. Je vous rappelle que les plans caméra, et là on est dans une caméra de tribune, fausse le visuel, fausse l'interprétation d'une trajectoire de balle. Deuxième plan que je souhaitais vous montrer, c'est la caméra à nouveau pêcheur de derrière dans la tribune. Regardez ce plan, toujours pareil, situation Dupont qui donne à Penaud, Penaud qui souhaite sauter Grégory Aldrit pour donner directement à Thomas Ramos, et là pour le coup, sur cet angle, on a vraiment l'impression que le ballon part derrière. Comme quoi, je vous dis de vous méfier des angles de caméra. Je vous remets la situation à vitesse réelle. Aucune image ne permet de dire qu'il y a en avant. Regardons le troisième plan. Regardez la situation, mais cette fois-ci avec l'angle de la caméra Spider. La Spider Cam, c'est la fameuse caméra que vous voyez dans les stades si vous allez au stade, qui filme le terrain d'en haut. Elle est tenue par 4 câbles, c'est une prouesse technologique. Cette caméra nous montre quoi? Regardez, Antoine Dupont qui vient faire la passe à Damien Penaud. Damien Penaud décide de faire une sautée et sauter Grégory Aldrit pour toucher directement Thomas Ramos. Et là, cet angle-là ne prouve toujours pas que le ballon est allé vers l'avant. Je vous rappelle que pour faire un en avant, il faut que le ballon aille vers l'avant, c'est-à-dire vers la ligne de but adverse. En aucun cas, nous ne pouvons dire que là, le ballon va vers la ligne de but adverse, mais plutôt tombe à la verticale par rapport à Eban Sebest. C'est mon analyse, et donc forcément, je vous confirme que l'arbitre Ben O'Keefe a choisi de ne pas donner un en avant ni un en avant volontaire, et je suis d'accord avec lui. On est sur la troisième situation que je souhaitais revoir avec vous, ou en tout cas, pour ma part, voir avec vous. Voilà l'image télé que nous avons eue, parce que vous savez pertinemment que nous n'avons eu aucun ralenti, ni au stade, ni sur nos écrans de cette situation. Alors je vous mets la vidéo. Là, on voit Jonathan Danty au sol, ici, et Dutoit qui arrive, et effectivement, Jonathan Danty qui part vers l'arrière avec Dutoit qui fonce sur lui. Mais ces images ne prouvent rien. On n'a pas l'impression, ou on ne voit pas en tout cas qu'il y a un contact à la tête clair, même si Jonathan Danty se tient le visage. En tout cas, ces images n'étaient pas claires. Voilà pourquoi cette situation ne figurait pas dans ma première analyse. Maintenant, je vais vous mettre un deuxième plan qui m'a fait changer d'avis. On est sur le plan inversé, caméra opposée. Regardez la même situation, mais de l'autre côté. On a la phase de plaquage. Hop, Jonathan Danty qui vient au contest, qui est illégal au possible puisqu'il est allongé sur le joueur numéro 3 au sol, mais ça c'est pas du jeu déloyal. Il a les genoux au sol, et derrière, nous voyons effectivement Dutoit. Nous pourrons considérer qu'il vise Jonathan Danty en plein visage. Je vous remets la situation à vitesse réelle. Comme ça, vous pourrez avoir un meilleur aperçu. Regardez bien. Plaquage, Danty et Dutoit. Sur cette situation, je vous rejoins. Très certainement que cette situation de jeu déloyal aurait dû être revue par Ben O'Keefe et aussi aidée par son assistance vidéo. Si jamais cette situation avait été mise à l'écran, minimum un carton jaune aurait été attribué à Dutoit, et peut-être si le contact au visage de Danty aurait été certifié par les ralentis, l'arbitre Ben O'Keefe aurait attribué un carton rouge. Donc, je vous rejoins, cette situation est un jeu déloyal qui aurait dû être sanctionné. Analyse France-Afrique du Sud partie 2 est maintenant terminée. J'espère que cette review des 3 cas qui ont posé le plus de problèmes et qui ont alimenté tous vos commentaires vous satisfait. Alors, très clairement, je suis là pour donner mon analyse d'arbitre de haut niveau. Maintenant, je ne pourrai pas contempler tout le monde. Ne vous inquiétez pas, c'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est d'être le plus technique possible avec des faits réels, non pas des suppositions
ou des analyses très farfelues qu'on pourrait voir, notamment sur le web, par des gens qui n'ont pas tout à fait les qualifications pour faire ce genre de choses. Donc j'espère que ça vous a plu. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt.